Je suis philosophe, plus précisément historien de la philosophie. J'appartiens au CESPRA, à l'école, et j'ai travaillé sur beaucoup d'époques de l'histoire de la philosophie, depuis les Grecs jusqu'à l'époque contemporaine, jusqu'au XXe siècle. J'ai beaucoup écrit sur Hannah Arendt, j'avais fait ma thèse sur Max Weber, donc sur un père fondateur des sciences sociales, mais j'ai beaucoup travaillé sur les époques antérieures, au Moyen Âge, et en ce moment, dans mon séminaire à l'école, je travaille sur la philosophie de la Renaissance italienne. Alors, je vais intituler ma conférence pour ce cycle Démons et merveilles, en partant de l'idée que, c'est Aristote qui le dit, c'est pas moi, qu'au principe, au point de départ de la philosophie, il y a l'étonnement. Voilà, le point de départ de la philosophie, c'est s'étonner. S'étonner, c'est rencontrer une difficulté, s'émerveiller éventuellement, mais c'est rencontrer une difficulté, se dire qu'on ignore ce qui est en train de se passer et qu'on a le désir d'essayer de comprendre, d'essayer de décrire ce qui est en train de se passer. Et ça, pour Aristote, au début de sa métaphysique, c'est le point de départ de tout questionnement philosophique. Décrire les phénomènes tels qu'ils sont, régulièrement ou le plus souvent. Donc, au fond, je vais essayer de décrire ce paradoxe qui est que, à partir de cette définition de la philosophie, on pourrait se dire que l'histoire des savoirs, c'est une cumulativité permanente. Puisque, au fond, si l'on admet cette définition, on peut se dire que l'histoire de la connaissance, c'est une série infinie d'étonnements devant des phénomènes naturels ou même humains. Et la cumulativité, c'est le savoir progresse par accumulation progressive de ces connaissances. Si les choses étaient aussi simples que ça, je ne ferais pas cette conférence. Et donc, ce que j'essaierai de comprendre, c'est pourquoi, malgré tout, il y a toujours eu, à différentes époques, pour différentes raisons, dans le monde chrétien, par exemple, et puis plus tard, à la Renaissance, plus tard à l'époque moderne, des résistances, voire même des hostilités à cet émerveillement, à cet étonnement devant les démons, les merveilles, mais aussi un idéal de suppression de cet étonnement. Et au fond, la science moderne, dans son idéal de système, elle a bien sûr comme horizon d'essayer d'effacer tout phénomène qui serait facteur d'étonnement, y compris les sciences sociales, dans leur version la plus dure, je dirais, celle que j'aime le moins, à vrai dire. Elles ont pour idéal de décrire les phénomènes humains comme s'il y avait, avec comme horizon de ne plus s'en étonner, de trouver des régularités, des lois du fonctionnement de la société, des lois du fonctionnement des rapports humains. Donc c'est ça que je vais essayer de décrire, de comprendre, la cumulativité, mais en même temps des difficultés à cette cumulativité, l'étonnement comme source de la connaissance, et en même temps des méfiances, des critiques, de la curiosité, d'un excès de curiosité, par exemple, qu'on trouve chez les auteurs chrétiens de la fin de l'Antiquité, mais aussi chez des auteurs modernes à l'époque des Lumières, au XVIIIe siècle. Comme je donne un peu une dimension un peu de généralité à cet exposé, qu'en plus je commencerai la série, je pense qu'il y a, si on prend les choses simplement, il y a une actualité de cette, j'allais dire dialectique, c'est au sens, disons, pas fort du terme, mais de ce mouvement perpétuel de la connaissance qui commence par l'étonnement, mais qui se méfie de la curiosité. Donc il y a une sorte oui, de curiosité, je dirais pas éternelle, mais enfin une actualité, pardon, récurrente de cette idée. Oui, bien sûr. Je crois que c'est plus clair dans les sciences de la nature, dans les sciences en médecine, par exemple, que dans les sciences sociales. J'aurais tendance à penser qu'il n'y a pas un progrès dans les sciences sociales, qu'il y a surtout toujours de l'étonnement, que c'est toujours l'étonnement qui doit être le point de départ devant un texte, devant un objet, devant une peinture. Si on fait de l'histoire de l'art, là, j'aurais tendance à penser qu'il vaut mieux ne pas penser qu'il y a un progrès, qu'il y a toujours une découverte nouvelle, qu'il y a toujours
toujours un étonnement nouveau, et que si on a pour idéal d'avoir un progrès des connaissances, on va aller dans le mur. En revanche, dans les sciences de la nature, oui, par exemple, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est la médecine. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a des progrès absolument extraordinaires dans les sciences fondamentales, la connaissance des mécanismes du fonctionnement des organismes et les effets qu'on peut en tirer, ou plutôt les connaissances pratiques qu'on peut en tirer en matière de soins, en matière de traitement des maladies. Oui, bien sûr, il continue d'y avoir un progrès dans les sciences. Mais cette conférence, j'ai essayé en hommage à Lauren Daston, qui est notre invitée, qui est à l'origine de ce cycle. Je crois que nous pensons tous que c'est très important d'avoir maintenu la tradition des conférences Marc Bloch et de les décliner, ce qui est nouveau, dans une série de conférences. Donc j'ai voulu partir d'un livre d'elle, écrit avec une de ses collègues, donc Catherine Park, qui s'appelle Wonders and the Order of Nature, 1150-1750, qui est un gros livre illustré, mais non traduit. Et ce que je recommanderais peut-être, c'est un petit livre traduit qui s'appelle Contre nature, alors qui prend une partie de son sujet, mais qui malgré tout tient toujours à cette idée des sentiments qui nous font avoir le désir de connaître les choses.